Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans l'émission d'Auteur à Auteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel Dourte, qui a un parcours au démarrage un peu traditionnel, enseignant, puis chef d'entreprise, et puis qui en fait s'est révélé en tant que médium. Alors je sais Michel que le terme médium, ça n'a pas été un terme facile au démarrage à échanger, à utiliser, mais en tout cas déjà Michel, bonjour et Bonsoir, bonjour bienvenue à dans tout le l'émission. monde. Merci de m'avoir invité, Patricia, c'est gentil. Alors, je t'en prie, avec plaisir. On discutait un petit peu en amont sur le fait de la médiumnité, puisque ça va être le sujet, je dirais, de cette émission à partir du livre que tu as écrit qui s'appelle Né pour renaître quand l'invisible s'invite, où tu relates ton parcours justement dans cet éveil qui, tu le dis à un moment, est un véritable tsunami dans ta vie. Euh, et ce Mhm. que je trouvais aussi intéressant, c'est que tu es un homme. Eh oui, Michel, si tu ne savais pas, tu découvres un homme qui C'est pas mieux contraire. est... Non, je taquine. Mais la plupart du temps, sont plutôt des femmes qui s'ouvrent et qui parlent volontiers de leur capacité médiumnique. Et là, j'avais envie d'échanger avec toi, justement, dans le côté du masculin médiumnique et tout ce que ça peut Mhm. impliquer finalement pour un homme de s'ouvrir à ses capacités. Alors, ma première question, Michel, c'est qu'est-ce qui a déclenché finalement cet éveil médiumnique dans ta vie? Alors, il y a eu vraiment 3 étapes dans cet éveil. La première étape, ça a été en 2012, 2011-2012, avec des acouphènes ce que je pensais être des acouphènes et qui en étaient pas finalement. Et la première rencontre avec un médium, parce que j'étais pas du tout dans la spiritualité, c'était quelque chose qui m'était très lointain. Je m'intéressais pas du tout à ce domaine. Donc il y a eu vraiment cette étape de 2011-2012 avec la rencontre avec ce médium sur Pau qui m'a dit qu'il était temps que je me réveille. Donc moi je savais pas trop de quoi il me parlait. Et puis après, il y a eu d'autres étapes. Il y a eu 2017 où il y a eu vraiment des prises de conscience énormes avec des décisions à prendre, actées dans ma vie, changer de vie totalement, c'est-à-dire faire la cessation d'activité de mon entreprise, me séparer de mon épouse, quitter l'éducation nationale. J'ai fait tout la même année. Et après, il y a eu un autre réveil qui a été pendant le confinement de 2020 où ça a été vraiment une explosion de ma médiumnité pendant cette période. Donc ça a été successif, hein, et ça a pris à peu près 10 ans. Pour que tu l'acceptes, en fait, pour que tu acceptes de partager des choses qui sont de l'ordre du non-visible, c'est ça? Oui, ça a été très compliqué parce que justement, j'avais ce souci d'être un petit peu cartésien et de chercher toujours des preuves scientifiques. Et même encore maintenant, bon, maintenant, bon, j'ai passé l'éponge. Je me suis dit que de toute façon, les explications, je les ai pas et c'est pas grave. Je vis ce que j'ai à vivre. Mais c'est vrai que je me demandais comment c'était possible déjà. Et puis, j'avais pas de place pour ça parce que moi, j'étais donc un chef d'entreprise, j'étais enseignant supérieur et c'était très carré dans ce que je faisais dans la matière. Donc, l'invisible pour moi n'était pas palpable et parce que je n'avais pas le temps déjà pour ça. J'étais vraiment centré sur l'avoir et non pas sur l'être finalement. Donc, ça a été très compliqué d'accepter déjà. C'est passé par un processus vraiment d'acceptation et de me dire que non, je n'étais pas fou, que ce que j'entendais, ce que je voyais était bien de l'ordre de l'invisible et que les informations que je percevais n'était pas le fruit de mon imagination ou d'une le fruit d'une maladie psychiatrique, hein, grosso modo, hein, parce que je me suis posé beaucoup de questions. Et puis mon parcours faisait aussi que comme j'avais déjà fait une grosse dépression, un gros burn-out en 2003-2004, j'avais déjà connu le CHP, si tu veux. Donc je m'étais dit, bon, mais peut-être que je suis vraiment fou. Et j'avais du mal avec le mot médium. Voilà, le terme de médium, pour moi, c'était très, très compliqué pour moi. J'ai mis
10 ans pour l'accepter. Ce n'est vraiment qu'en 2021 que je l'ai accepté. Voilà, de mettre un nom sur qui j'étais finalement. Et alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnes comme définition de ce qu'est un médium ou une médium? Ben, un médium est un intermédiaire. On est juste un canal à disposition de plus grand que soi et un intermédiaire entre le monde invisible et les gens incarnés et le monde visible. Je dis toujours que, avec humilité, parce que quand on a des canalisations, qu'on a des précisions, ben les gens, c'est toujours waouh, comment c'est possible, tous ces détails. Mais nous sommes que des outils à disposition d'eux finalement. Et ça, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que moi, je ne suis rien sans eux. C'est-à-dire que je suis à leur service. Hein, je me mets totalement à leur service quand je fais ça. Et je pense que le médium, il est au service de l'humanité pour transmettre des messages des personnes qui nous ont quittés. Oui, et donc tu dis oui, c'est en fait comme un canal. Et Mm. donc j'ai compris en lisant ton livre que le nettoyage du canal n'a pas été quelque chose de si facile que ça dans ta vie, si j'ai bien saisi. Ben non, parce que j'étais abreuvé par des médicaments et quand on fait un burn-out et qu'on diagnostique une pathologie dite psychiatrique, eh bien, on a des traitements et pendant 13 ans, pratiquement 10 à 13 ans, j'ai bouffé du médicament. Donc, ça a altéré déjà tous mes sens. Et puis après, j'avais aussi besoin de me nettoyer. Donc, il fallait aussi que je passe par un reset à ce niveau-là. Et j'ai compris aussi que finalement, et, euh, cette sensibilité que j'avais, je ne la comprenais pas, si tu veux. Je me sentais toujours différent des autres, mais je ne savais pas pourquoi. Et j'ai pu mettre des noms sur des faits et du vécu. C'est-à-dire que je me suis toujours senti à part, déjà tout petit. Je savais que j'étais différent. Alors, comme j'avais une fragilité certaine et que j'étais hypersensible, c'est intéressant que tu invites des hommes parce que c'est vrai que l'hypersensibilité pour les hommes, eh ben, c'est un aveu de faiblesse finalement. Parce qu'un homme, ça doit être fort, ça doit représenter la corpulence, de portée, etc. Mais voilà, c'est stéréotypé pour moi. Voilà, je pense que euh, dans notre société actuelle, on endosse des archétypes, des choses qui sont préconçues, alors que bon, euh, d'être hypersensible, c'est une qualité aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça m'a valu beaucoup, beaucoup, beaucoup de déboires. J'ai connu le harcèlement à l'école, j'étais frappé par des gamins, on me récupère à l'hôpital, enfin avec le nez pété. Enfin, j'ai connu des choses qui ont fait de moi aujourd'hui l'individu que je suis. Mais je comprenais pas. Donc, j'avais peur hein, d'aller à l'école. J'imaginais plein de choses. J'avais même jusqu'à mis un thermomètre dans la table de chevet, tu sais, avec de l'eau bouillante, jusqu'au jour où le thermomètre, thermomètre mercure avait pété. Et donc ma mère s'est rendue compte que je n'étais pas du tout malade, mais j'avais tellement peur d'aller à l'école, j'étais tellement mal dans cette société et ça m'a suivi jusqu'à 42 ans finalement. Jusqu'à temps que je trouve, que je prenne ma place, et que je retrouve et je mette du sens à ma vie finalement. Donc ça a été Oui, un et long sur l'hypersensibilité justement, comment ça se caractérisait à ce moment-là dans ton enfance, cette hypersensibilité? Je te pose cette question parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents qui sont aussi hypersensibles et qui, ne savent finalement pas, trop comment, gérer ça. Donc j'imagine que partager, toi, ce parcours, ça pourrait aussi leur être utile, qu'ils développent des capacités médiumniques ou pas, mais je trouve que c'est plus prégnant aujourd'hui. Donc, ton hypersensibilité, elle se manifestait comment à ce ben, moment-là? j'étais très très sensible à un rien, j'étais ému pour un rien. Je pleurais souvent. Voilà, donc les films à l'eau de rose, Candy par exemple, tu sais les petits dessins animés et tout ça, ça me transportait. Et puis je me dis mais c'est pas possible. Et puis je ressentais aussi toute cette méchanceté, toutes les énergies. Et j'arrivais pas à le gérer finalement. J'étais envahi par tout ça. Et puis, euh, pendant longtemps, tu sais, j'ai dit, mais je suis à part. J'ai l'impression d'être un extraterrestre, tu vois, dans ce monde, dans cette société qui allait trop vite pour moi.
qui était basée sur du conformisme, sur des préjugés. Ce qui fait que bon, voilà, je jouais avec les filles parce que les filles, l'énergie des filles, des femmes, me correspondait mieux. Si tu veux, je suis très yin, hein, moi, dans mon énergie. Donc, ça me correspondait beaucoup plus. Et je trouvais que c'était plus simple qu'avec des garçons, par exemple. Donc, mais c'est vrai que mon hypersensibilité, c'était une grande solitude, une grande tristesse. Et de me demander ce que je faisais là et de mettre du sang, je n'arrivais pas à comprendre. En plus, je suis arrivé dans une famille où j'avais un père qui voulait, à la base, qui ne voulait pas d'enfants, donc bon, qui nous a eu parce que maman voulait, et, un père qui était, voilà, qui était dur, qui était militaire et qui avait pas de filtre. Donc c'est vrai que bon, j'ai bien choisi ma famille quand je suis arrivé pour me forger aussi, m'endurcir, hein. Mais voilà, moi je pense que voilà, donc, on me disait toujours arrête de pleurer, arrête de pleurnicher, sois un homme, mon fils. Bon, j'ai entendu ça en boucle, mais non. Et puis bon, j'étais pas attiré par tout ce qui était violent, même au niveau des sports, tout ça. J'étais attiré moi par la nature, les animaux, tout ce qui me semblait à portée de main et qui me correspondait, si tu veux. Mmh. Et donc, aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu peux dire que l'hypersensibilité, c'est presque une capacité qui facilite l'ouverture à la médiumnité ou à ce monde du non-visible? Oui, parce que je pense que la plupart des médiums ont une hypersensibilité accrue et je pense que c'est ce qui nous permet aussi d'être sur le fil. Parce que, et d'ailleurs, on voit aussi il y a de plus en plus de médiums qui, comme moi, hein, qui sont réveillés, parce que je parle vraiment de réveil, hein, par rapport à des capacités qu'on a, hein, tous, hein. Et à un moment donné, ça explose, et cetera. Et à la faveur des événements que l'on vit dans notre vie. C'est-à-dire que des événements peuvent être déclencheurs de cette hypersensibilité, parce que quand on perd quelqu'un qui nous est cher, quand on a un accident, quand on a une maladie, c'est dans ces seuls moments qu'on s'autorise à être entre guillemets moins fort, tu vois. Et notre hypersensibilité s'accroisse dans ces moments-là. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut capter des choses qu'on ne captait pas avant, si tu veux, qu'on s'autorisait pas à capter parce qu'il fallait, c'est simple, quand tu quand tu es mis à l'arrêt, finalement, tu as tout le temps pour réfléchir, tu as tout le temps pour faire le point sur toi et te recentrer sur ton enfant intérieur et sur ton intérieur. Donc, du coup, tu as une reconnexion vraiment très puissante à ton âme. Et c'est ces moments d'hypersensibilité qui accroît justement les perceptions. J'en suis persuadé. Après, il y a d'autres outils comme la méditation aussi qui permettent aussi de développer nos capacités, hein, Mmh. entre Oui, tout autres. à fait, tout à fait. Mm. Ouais. Et alors, tu dis justement que tu as mis quand même du temps à accepter ta médiumnité, donc j'imagine que tu as eu des moments de, voilà, de doute. Quelle stratégie, ou si tu as trouvé des stratégies pour valider finalement des messages ou des informations qui pouvaient arriver? Parce que des fois, on peut se dire, ah oui, Mm. est-ce que c'est pas mon mental? Moi, combien de fois j'ai entendu ça? Il y a des idées qui me viennent, mais est-ce que c'est pas mon mental qui fait ça? Comment je peux reconnaître la différence entre un, entre guillemets, un vrai message qui vient de ce monde de l'au-delà, de mon mental qui pourrait me faire croire que. Où est-ce que tu en es, toi, aujourd'hui, dans cette compréhension-là? Aujourd'hui, si tu veux, alors déjà, je pars du principe que ce sont eux qui s'invitent, c'est eux qui viennent à moi. Je vais pas les chercher, donc même dans une consultation, je ne suis même pas sûr que le défunt puisse arriver. Donc je commence toujours en disant voilà que c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Né qu'en renaître, quand l'invisible s'invite, parce que c'est eux qui viennent. Et quand ils doivent venir, ils viennent. Et quand ils peuvent venir, ils viennent. Mais c'est vrai que j'ai remarqué au départ, c'était compliqué, mais ils ont été très très ingénieux de l'autre côté parce que à chaque fois, dans tous les visions que j'ai pu avoir, les messages, j'ai toujours eu un moyen de vérification où l'information me revenait vérifiée. Et donc ça, c'est une chance. Et malgré ça, quand même, malgré le fait que je puisse vérifier l'exactitude des faits, par exemple, quand je vois une mamie dans l'arbre de la cheminée, alors que je suis le seul à la voir, et je suis en train de visiter une vieille ferme dans le Béarn que je voulais acheter initialement, et j'y vais avec un copain géobiologue qui
et donc, on rentre dans la maison et puis je vois la cheminée en feu, entre avec le feu, avec une petite mamie qui m'attend sur le côté gauche et je dis à mon pote, je dis, tu vois la mamie dans la cheminée? Il me dit, quelle cheminée, quelle mamie, quoi, parce que tout était effondré, si tu veux, il y avait rien. On voyait même pas qu'il y avait une cheminée. Il a fallu qu'on écarte après les planches qui étaient tombées du plancher, les solives, pour voir qu'il y avait une cheminée derrière. Et la chaise que je voyais en paille qui était sur le côté gauche, comme je lui avais décrit. Mais on a pu vérifier dans la matière, si tu veux, en déblayant. Mais après, ce qui était étrange, c'est que le lendemain soir, j'ai mon voisin qui m'invite pour un apéro et qui me dit à qui j'avais raconté ça. Parce que j'ai dit, mais je suis complètement taré. J'ai vu une dame qui me parlait, qui avait une robe noire jusqu'aux chevilles, qui me disait qu'elle pouvait plus monter les escaliers, etc. Et il me dit, bah, écoute, c'est bizarre. J'ai la voisine de cette ferme qui a connu très bien les anciens occupants de cette ferme, qui vient boire l'apéro, ben, vient et puis qui me confirme en fin de compte tous mes dires dans la soirée. Donc j'ai toujours eu des moyens de vérification, tu vois. Et après maintenant, je sais que parce que c'est la frontière entre ce que l'on perçoit et notre cerveau, notre saboteur interne, ce que j'appelle, parce que il n'y a pas plus grand saboteur que notre cerveau qui se met en mode reptilien aussi, instinct de survie et qui, 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 euh, qui a un rôle de saboter. J'ai compris aussi que l'information, si tu veux, pour moi, elle est répétitive. Ça veut dire que ça vient en boucle. Donc, à partir du moment où c'est répété, je sais que c'est pas moi. Tu vois, ça, c'est mon code de fonctionnement. Maintenant, c'est une pensée qui est plus forte que la mienne. Et quand il y a une communication ou quand il y a un message, c'est totalement, tout est codé. C'est du rébus, si tu veux. J'ai pas quelqu'un, j'entends pas une voix au sens quand on parle avec des cordes vocales. Hein. Il y a des médiums qui entendent réellement des voix. Mais moi, c'est une pensée, c'est comme de la télépathie qui est plus forte que la mienne. Et, euh, et après, je peux avoir des images, je peux avoir des senteurs. C'est tout mélangé. Et tout ça, ça compose un rébus. Je peux avoir des chiffres, des nombres qui correspondent. Et c'est au consultant, si tu veux, à s'approprier l'information brute que je délivre en rapport avec le défunt qui est parti. Par exemple, quelqu'un qui va partir d'un problème pulmonaire, je vais avoir du mal à respirer, je vais savoir que c'est localisé sur la poitrine, etc. Donc j'ai les informations qui sont données comme ça. Et puis, mis tout à bout, mais tout bout à bout, mais ça fait en fin de compte la communication que j'ai avec les personnes qui sont parties. Et c'est intéressant parce que c'est jamais pareil. Alors, un coup, je peux les voir, un coup, je les vois pas, un coup, je vois qu'une partie du corps. Ben, la semaine dernière, par exemple, j'ai vu la personne qui était en communication qui venait pour sa petite fille et je voyais des magnifiques yeux bleus et sa grand-mère avait des yeux magnifiques bleus. Et donc, elle m'a dit, bah oui, c'est mamie parce qu'elle avait des yeux d'un bleu intense et j'étais noyé dans ses yeux, si tu veux. Donc, ça, c'est paradoxal parce que c'est une vision qui n'est même pas une vision c'est à l'intérieur, tu vois. Tout se Oui, passe, voilà. je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est tout se passe à l'intérieur et toi, après, tu essayes de retraduire ce que tu vois ou ce que tu sens ou ce que tu perçois. Donc, toutes les sensations, finalement, sont mises en œuvre, mais pas C'est ça. forcément en même temps, au même moment, en fonction du message qui est à délivrer. Et Mais j'imagine, oui, ce que je vas-y. tiens à dire aussi, c'est qu'on n'a pas une télécommande, c'est pas automatique, hein. Il y a des consultations qui se passent très très bien, on a beaucoup de détails, et on a des consultations où on a moins d'informations. Et c'est tout un contexte. Finalement, on est trois on est trois acteurs. Il y a le recevant, celui qui est le consultant, qui est là qui intervient. Il y a la personne qui est partie, et puis il y a le canal. Donc c'est une trilogie, si tu veux. Donc parfois, mais ça passe moins bien parce qu'il y a un facteur qui est pas super. Et parfois, quand je suis fatigué, je sais que mon canal est moins bon, par exemple. Donc je canalise moins bien. C'est pour ça que je consulte pas beaucoup. Je le fais parcimonie pour toujours avoir quelque chose de qualité. Mais il arrive aussi que ça fonctionne pas. Et quand ça fonctionne pas, eh bien, on reporte le rendez-vous. Euh, Mon but, c'est vraiment d'être le plus précis possible, leur demander des précisions. Donc les précisions, ben, ça on va les avoir, ou parfois, eh ben, on les a un peu moins bien. Mais voilà, c'est pas systématique. Hein. C'est pas, on n'est pas médium 24 heures sur 24 et heureusement d'ailleurs. Hein. Oui, parce qu'à un moment, tu dis d'être médium, il y a des joies, mais il y a aussi des inconvénients. Est-ce que Ben tu peux oui, nous en dire un peu?
Moi, j'ai Plus les compris jours, en par fait, que tu as. Ouais. oui, moi, j'ai compris, par exemple, que l'alcool, pour moi, était, activé mon canal, mais ne l'active pas forcément bien, si tu veux. C'est-à-dire que généralement, beh, j'ai plus les filtres, hein, que je peux mettre quand je vais englober quelque chose. Parce que il faut savoir aussi que l'information, parfois, on peut l'avoir brute de l'autre côté. Et c'est à nous de faire passer le message du mieux que l'on peut sans. Le but, c'est pas de faire du mal aux gens, c'est de leur expliquer certaines choses et de l'enrober, tu sais, faire des choses voilà, qui puissent comprendre le message, qui à la base peut être très, très cash. Hein. Et quand ben, je me suis rendu compte lors d'une soirée où j'avais eu l'alcool qui coulait à flot, et où là, j'ai carrément été incorporé. Et ça, je veux plus le revivre parce que c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué. J'en ai pas parlé dans mon livre parce que c'était après. J'ai eu des soirées, d'autres soirées alcoolisées où, ben, je disais, voilà. Et puis, je ne prenais même pas de soin. C'est-à-dire que quand tu es alcoolisé, tu prends même pas de soin de dispenser l'information. Elle est tellement Oui. en boucle et tout. En même Tu la- temps, on va dire aux personnes d'éviter de s'alcooliser, Voilà, c'est ça. si Non, possible, mais, hein. non, mais je pense que, voilà, pour moi, je sais que euh, ma médiumnité est totalement différente et j'ai plus de filtre et je préfère éviter ça parce que parfois c'est très cash. Et puis surtout, la personne qui est en face n'a pas forcément demandé à avoir un message, tu vois, en soirée et n'est pas prête à entendre. Et c'est pas respectueux, si tu veux, pour l'autre, pour la personne qui est en face. Et ça, je l'ai compris parce que c'est une expérimentation. Parce que quand tu es jeune médium et qu'il t'arrive plein de trucs, et ben, tu sais, tu peux t'y perdre aussi. Parce que mes enfants, par exemple, me demandaient à un moment donné, j'étais parti pour être perché, quoi. Je parlais toujours de l'univers et tout. Mon fils me disait, mais papa, je voudrais que tu redeviennes le papa d'avant. C'était trop envahissant, si tu veux. Donc, on apprend avec le temps à dompter tout ça, l'apprivoiser. Voilà, c'est et on sait À aussi être ce qui est bon ancré pour nous, et ce à qui est pas être bon. ancré. Ouais. Être Ouais, ancré et l'ancrage, puis je pense que c'est vraiment on important. passe un Oui. contrat avec eux aussi. Parce que moi, j'ai passé un contrat avec eux. Voilà. Donc, en soirée, je ne veux plus être dérangé, tu vois. La nuit, je ne veux plus être dérangé. Comme j'aurais dit, la nuit, c'est fait pour dormir. Voilà. Donc, j'ai besoin de dormir. Donc, éviter de me Ça, déranger la nuit. oui, c'est important ce que tu dis, Michel, parce que des fois, j'entends des personnes qui disent, qui sont sensibles, en fait, à ça. Tout le monde n'est pas sensible, donc peut-être ça vous parlera pas, Mm. mais pour ceux ou celles qui sont sensibles et qui se disent, tiens, je sens des présences, c'est vrai que le fait de dire ou de demander, c'est vraiment important, de dire de pas te déranger, de demander voilà, d'être tranquille, ça fait partie d'une demande, même si euh, on n'entend pas la réponse forcément directement. Mais disons qu'il faut bien comprendre qu'on est aussi pour expérimenter, on est un être humain. Donc, on est un être incarné, donc il faut qu'on vive notre incarnation, il faut qu'on fasse nos expériences aussi. Il faut qu'on vive aussi une vie la plus normale possible. Donc, il ne faut pas que ça prenne le dessus. Si tu veux. Moi, je pense que c'est complémentaire et que le risque, justement, ben, c'est de se perdre. Et ça a été très compliqué pour moi parce que c'est quelque chose. Et puis, il faut dire aussi, Patricia, on est affreusement seul dans ce cheminement. C'est-à-dire que même si on est entouré, même si on a la présence de sa famille, de ses enfants, déjà, c'est un tsunami aussi pour l'environnement. On pense jamais aussi aux gens qui nous entourent. Parce que nous, on vit notre réalité des choses, on vit quelque chose qui est totalement étranger, donc c'est déjà compliqué pour nous de le gérer. Mais en plus, ça a un impact, c'est systémique. Ça a un impact sur la famille, sur les enfants, sur les frères et sœurs, sur les amis. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout les mêmes amis parce que du coup, il y a eu beaucoup de départs justement parce que eh bien, la dimension invisible aurait été impossible, tu vois. Donc, c'est très compliqué. C'est Dans compliqué nos et cultures, dans nos cultures, dans ouais, nos dans nos cultures, en cultures. France, en Mmh. France particulièrement. Il y a un déni aussi de la mort en France, en Occident, qui est tel que dès que tu abordes ces sujets-là, c'est tabou. Et alors que bon, ben, on est né pour mourir un jour, hein, donc ça fait partie de notre cursus, de notre vie, de notre parcours. Mais c'est vrai que j'étais confronté même à des amis qui étaient des amis de 20 ans, des collègues de lycée, qui me disaient, écoute Michel, je ne peux pas aborder ce sujet. Voilà.
Donc, Ouais, c'est très ouais, ouais. Puis compliqué. ça peut faire peur, hein, ça peut faire peur justement. Et je pense que chaque personne qui passe par un chemin comme ça, à un moment, est confrontée au doute, certes, mais à la peur aussi. Et comment tu as fait, toi, pour dépasser ces peurs que tu as pu rencontrer quand Mais ça a commencé à s'ouvrir? disons, les peurs, j'ai jamais eu peur des contacts avec l'au-delà. Je n'ai jamais eu peur. J'ai eu peur une fois quand je suis tombé sur quelque chose qui était un petit peu particulier et où je me suis retrouvé avec, parce qu'à la base, je faisais du soin énergétique, hein, la médiumnité, elle s'est greffée petit à petit. Mais j'ai commencé par du soin magnétisme et où là j'étais tombé sur quelque chose et je me suis demandé ce qui se passait. Là j'ai eu peur, mais après je me suis dit bon bah allez, chasse ta peur et puis vas-y quoi. Hein. C'est J'ai eu peur de manquer parce qu'on est des êtres incarnés, on est des êtres humains et puis quand on doit passer, qu'on comprend pas le message qu'ils nous donnent, à savoir changer de vie et puis avancer, etc. Et ben on a tout de suite nos peurs de pas y arriver financièrement, la peur de pas être à la hauteur, la peur de se tromper aussi. Hein. Mais je leur ai fait confiance finalement. Mais là c'est pareil, c'est un contrat et puis euh, je l'ai eu en message. Hein, tu ne manqueras jamais de rien, on te donnera tout, tu auras une forme d'abondance. Mais une abondance, c'est pas que financier. C'est ça que je comprenais pas Bien aussi, sûr. parce que moi qui étais cartésien et qui était vraiment dans la matière, l'abondance passait par l'avoir et non pas par l'être et par exemple, les rencontres. L'abondance est humaine aussi. L'abondance, c'est tout ce que l'on vit tous les jours, tous ces petits à côté qui font que ta vie, ben, tu remercies pleinement et c'est la gratitude de tout ce qui t'entoure, de tout ce que tu vis au quotidien. Et c'est vrai que je suis pleinement accompli. Ce qu'ils nous demandent là-haut, c'est d'être des êtres accomplis. Hein. C'est uniquement Oui, ça. c'est ça la teneur des principaux messages qu'ils donnent, c'est ça? Mm. Ou il y a d'autres types de Ouais. messages qu'ils peuvent délivrer? C'est pour moi le sens de notre passage sur Terre, il est vraiment d'évoluer spirituellement. On est là pour évoluer spirituellement, dans l'amour et dans le pardon. On a du mal avec le pardon. On a du mal à aimer aussi. On est tous jugeants. On a une capacité à juger les situations que l'on vit, les personnes avec qui on partage notre vie. Mais non, c'est-à-dire que j'ai compris que finalement, dans tout ce que j'observais, soit je l'avais été un jour, ou soit ça apprend la tolérance finalement et d'accueillir les situations à chaque fois comme un cadeau parce que je trouve que dans tout ce que l'on vit de manière terrestre, que ce soit violent ou non, il y a toujours un message dedans. Et donc je me raccroche toujours à ce message et j'essaye, je tente de tirer la quintessence de chaque situation, quelle qu'elle soit, même quand c'est bien pourri. Hein. Oui, on n'en dira pas plus, mais dans ton livre, tu racontes voilà, un moment de ta vie qui est, comme tu dis, bien pourri. Ah Mais oui, mais bon, j'en ai eu d'autres hein, jamais depuis. plus, Hein. on va laisser du suspense. Mais j'en ai eu d'autres depuis, c'est-à-dire que l'écriture, bon, il est sorti en 2021, mais depuis 2021, je peux te dire que j'ai expérimenté pas mal encore. Hein. J'ai été cambriolé, j'ai Ouais, été volé. Moi, j'ai un problème avec la spoliation, hein, de toute façon. Mais quelque part, ouais, bon, c'est des choses qui te font grandir aussi, qui te permettent aussi de cultiver le détachement. Voilà. Il y a toujours un enseignement. ouais. Donc, un enseignement, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Et c'est vrai que je vous invite à lire le livre de Michel Dourte, qui est vraiment une histoire de vie, mais aussi avec des prises de conscience, avec des retours. Bon, on suit le long fleuve qui n'est pas tranquille, mais qui te permet d'être qui tu es finalement aujourd'hui avec toutes les compréhensions avec Mm. lesquelles tu en ressors et le service que tu rends euh, à notre communauté finalement, puisque quand on est médium, c'est une manière de rendre service à une certaine place. Oui, et on donne pour recevoir aussi, on reçoit beaucoup en échange aussi. On reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un échange. Je pense qu'il faut faire tout déjà avec l'élan du cœur et tout passe par le chakra du cœur.
c'est important de le dire parce qu'on voit de tout, hein, et c'est compliqué. Moi, j'ai choisi de ne pas en faire mon métier, c'est-à-dire que j'ai notre activité à côté qui me permet aussi de garder les pieds sur terre, tu vois, et d'être bien ancré, hein, donc, ben, quand je nettoie les toilettes de mes Airbnb, ben, je sais d'où je viens, tu vois, par exemple. Donc, ça me permet aussi de ne pas être dépendant que de ça. Je pense aussi que c'est important d'avoir cette latitude, de pouvoir proposer. C'est une richesse pour moi parce que je trouve que je suis chanceux par rapport à ça, de pouvoir me détacher aussi de l'aspect matériel, financier, tu vois, et de pouvoir faire ce dont j'ai envie quand j'en ai envie finalement. Donc, j'ai pas si tu veux, de lien fort, c'est-à-dire que bon voilà, c'est un plus dans ma vie d'aujourd'hui. C'est pas voilà, c'est quelque chose que j'expérimente en plus, qui me comble de joie. Et le sens de notre passage, vraiment, c'est aussi de comprendre que toutes les épreuves que l'on vit, quelles qu'elles soient, elles sont faites pour être surmontées. Et que nous avons cette capacité de surmonter toutes les épreuves, aussi difficiles soient-elles. C'est vraiment d'atteindre ce niveau de résilience qui est important, hein, de passer par l'acceptation, par l'intégration et de mettre du sens à tout ce que l'on vit. Et je pense que ce qui manque dans cette société aujourd'hui, même à travers les consultants que je vois, c'est qu'ils n'arrivent pas, certains, à mettre du sens et de poser une autre vision sur ce qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'on est bien canalisé, on est bien centré. Nous ne sommes pas des victimes passives, hein. J'ai horreur de ce statut de victime, je l'ai endossé pendant 42 ans, donc je le connais très très bien. Et j'étais dans une complaisance, hein, et j'ai compris que finalement nous étions des maîtres et des êtres puissants, et que notre vie, on pouvait lui donner, quelles que soient les épreuves, une direction qui était belle. Donc, et ça, c'est prise de conscience. C'est C'est un ce que beau j'ai voulu, message, c'est ce que je oui, c'est voulais un beau message transmettre d'espoir. dans ce livre. Parce qu'au-delà du récit du parcours de vie de Dorte Michel, moi, tu sais, quand ils m'ont demandé d'écrire, je ne voyais pas l'intérêt d'écrire mon autobiographie. Je m'étais dit, bon, ben, c'est une Tu avais des passages à faire, tu avais des messages à faire passer. Oui. Exactement. Il y a plein de signes énergétiques, tu vois, qui sont déclencheurs parce que ce que je trouve intéressant, c'est les retours qui sont faits sur ce livre. Au-delà de mon histoire, c'est des prises de conscience qui peuvent être faites à travers cette lecture. Et c'est le plus beau cadeau finalement. Un tant soit peu de pouvoir éveiller à mon humble échelle sur des petits points, de dire, ben voilà, ok, oui, on est en procès pour une mitoyenneté de terrain, par exemple. Bon, ben oui. Donc, c'est replacer aussi chaque chose dans son contexte, tu vois. Et ça apprend à relativiser et à voir la vie différemment. La vie, elle est belle, hein. Et c'est ça, il faut trouver le bon angle pour voir la beauté de la vie et la magie de la vie. Michel, on C'est ça. arrive à la fin de notre émission. Ça a C'est passé passé vite, hein. vite. Et Est-ce que vite. tu aurais un message à donner à nos auditeurs et auditrices? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur Alors, dire? bah déjà, je vous remercie de prendre le temps d'écouter cette émission parce que c'est toujours intéressant de pouvoir partager, d'échanger. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est alors pour toutes les personnes qui sont au chemin, déjà, ne baissez pas les bras, gardez vraiment la foi. Ayez foi en vous, ayez foi en l'univers, vraiment parce que il y a des miracles qui peuvent se passer, se produire, et on n'en maîtrise pas du tout. C'est-à-dire qu'on a l'impression parfois de ne pas voir le chemin, et de dire aussi de leur dire que la temporalité, ben nous, êtres humains, on a toujours cette temporalité, on veut toujours que tout aille vite, mais qu'on apprend jusqu'au seuil de notre départ. Jusqu'à notre départ, nous apprendrons, et que la temporalité, il n'y en a pas de l'autre côté. Et donc, quand j'ai mis 10 ans pour accepter, tout le monde me dit, mais c'est long, mais c'est quoi 10 ans dans une vie, finalement? C'est relativiser aussi le fait qu'on est habitué aussi à voir tout de suite, et que quand on est en éveil, on aimerait que ça soit accéléré, que ça aille plus vite. Mais il faut savoir aussi que on est réveillé à la hauteur de ce que eux nous donnent. C'est-à-dire qu'ils nous le donnent au fur et à mesure, et c'est eux qui choisissent quand on est prêt aussi. C'est-à-dire que quand
c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc, c'est vraiment prendre du temps et d'accueillir vraiment tout ce que vous vivez et d'essayer d'être le plus en harmonie avec vous-même et de chasser toute dualité en vous. Ne faites pas ce que vous ne voulez pas faire. Essayez d'être vraiment en harmonie avec vous-même parce que je pense que c'est vraiment cette dualité qui pose problème dans cette société. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans des cursus ou dans des schémas ou dans un travail qu'ils n'aiment pas. Donc, soyez toujours un rêveur, rêvez toujours et croyez toujours au miracle. Parce que les miracles, il y en a, je peux vous dire que pour l'avoir vécu avec le recul, ben, j'en suis le témoin. Il y a un champ des possibles inimaginable. Donc, croyez en vous, gardez la foi surtout. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous tous et à vous toutes. J'espère que cette émission vous éveillera, vous remplira de joie ou d'amour. En tout cas, profitez bien et on se dit à la prochaine fois. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous.